Bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour discuter de l'actualité nationale. Nous discuterons de l'actualité nationale avec, comme d'habitude, nos invités. J'ai à ma droite Son Allah Dambaji. Son Allah, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'il est acteur de la société civile nigérienne. J'ai également l'acteur de la société civile nigérienne, Bouraïma Daouda. Bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, j'ai un autre acteur de la société civile nigérienne et également membre de l'UDTN, M. Adamou Maman Sani, Sabiou, autant pour moi, donc bonsoir. Merci. Voilà, avec nos invités, comme je le disais à l'instant, nous allons décortiquer l'actualité nationale. Et l'actualité nationale, vous le savez, nous le savons tous, c'est bien sûr l'attaque de China Goder qui a fait 25 morts, 6 blessés du côté de nos forces de défense et de sécurité. C'était donc le 9 janvier 2020. Et nous allons également parler de la rencontre qui se tiendra à Pau, en France, entre le président français Macron et les 5 chefs d'État donc, du G5 Sahel. Alors, Monsieur Dambaji, je commence par vous. Nous avons subi ensemble et suivi ensemble l'événement. C'est quoi? C'est bien sûr l'attaque de China Goder à 25 km de la frontière malienne, juste également non loin de Inates. Alors, qu'est-ce que ça vous a suscité quand vous avez suivi vraiment cette attaque meurtrière qui nous a coûté 25 militaires et 6 blessés, selon ce que officiellement on nous a dit? Est-ce que c'est ça aussi? Madame, je pense bien, avant de répondre à la question, permettez-moi quand même d'adresser mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et à toute la population nigérienne, parce que on est en train de perdre des fils dignes de la nation au nom de la patrie, et qu'ils sont en train de se battre à ceux qui nous protègent, nous qui ne sommes pas armés. Je pense bien que nous souhaitons vivement que leur dernière demeure soit le paradis Firdaus. Et je pense bien qu'il faut que les uns et les autres acceptent le principe et de se dire que on doit se battre de près ou de loin, et quel que soit ton niveau d'efficacité, chaque Nigérien aujourd'hui il est en guerre. Il doit avoir le devoir de pouvoir se mettre en position de guerre, quel que soit ton niveau de responsabilité. Ce n'est pas en utilisant seulement des armes que tu peux participer à la guerre. Tu peux participer en fournissant des informations, tu peux participer aussi en priant pour ceux qui sont au front. Tu peux participer aussi en sensibilisant la population pour qu'elle adhère à ce combat, qui est un combat noble et qui est un combat qui doit engager tout le monde au nom de la sincérité et au nom de la République, parce que je pense bien que c'est l'existant. Si la République disparaît, je pense bien qu'il n'y a aucun Nigérien qui va savourer cet état de fait. Donc, pour répondre à votre question, franchement, quand j'ai appris ça, en tout cas, les mots me manquent pour exprimer mon chagrin, pour exprimer ma déception et pour exprimer en un mot sincèrement une certaine tristesse à outrance que j'ai sentie, et à tel enseigne que je me suis dit en réalité que franchement nous sommes dans un état où on est dans une situation extrêmement grave, à tel enseigne que ça doit interpeller ceux-là qui hésitaient à comprendre que cette guerre est une guerre qui nous a été imposée, et on doit se relever, nous tous, pour combattre l'ennemi, et combattre l'ennemi sous toutes ses formes. Parce qu'il y a la forme armée, qui est ceux-là qui sont sur le terrain, et la forme aussi officieuse, dont on sait très bien que, dans tous les cas, étant dans la brousse, ils ne peuvent pas détenir toutes les informations pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Eh bien, je pense bien qu'on doit s'unir et on doit réagir en unisson pour empêcher certaines situations de se produire, et pour empêcher qu'il ait le terrain de pouvoir créer les conditions à ce qu'il soit victorieux dans ce combat. Parce qu'aujourd'hui, madame, dans cette situation,
franchement, elle est plus qu'inquiétante. Elle est franchement extrêmement dérangeante et elle est arrivée à un niveau où elle est déplorable et elle est assujettie à... Tout le monde est assujetti à une certaine peur, qu'on le veuille ou pas, que chaque jour, dès que vous sortez de chez vous, vous n'avez aucune garantie de retourner chez vous parce que vous ne pouvez pas savoir d'où se trouve l'ennemi. On nécessitera de le répéter, c'est une guerre asymétrique. Rien ne nous prouve ici, sur le plateau, là, il n'y a pas un. Je ne sais pas. Parce que c'est tellement que pour vous montrer la complicité de la chose. Je n'ai pas dit qu'on soupçonne les gens, mais c'est-à-dire que c'est des ennemis qu'on n'arrive pas à repérer. Voilà là où ils sont, voilà comment ils sont. Ils sont de telle couleur ou bien ils sont de telle communauté. Non, ce n'est pas une question de communauté. C'est une situation extrêmement difficile qu'il faut créer. On le cessera de le dire, il faut créer une confiance. Une confiance entre la population et les décideurs. Parce que toute tentative de pouvoir créer les conditions à ce que la population doit suivre malgré bon gré, on ne demande pas qu'on informe la population sur les différentes stratégies, mais il faut lui donner un créneau à travers lequel elle va s'exprimer, ne serait-ce même de manière officieuse, pour qu'elle se sente aussi en réalité impliquée dans ce combat, afin que ce combat-là soit un combat général qui va intéresser tout Nigérien pour qu'il puisse se dire que c'est son combat personnel. Et c'est son combat personnel au nom de la République, il doit le faire au prix de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de donner leur vie, c'est pour la République. Et cette République, c'est cette République que nous vivons, dans laquelle nous vivons. Et on doit se dire que dans tous les cas, tant que ce n'est pas réglé, tout un chacun peut être une potentielle victime. Et étant une potentielle victime, tu dois te dire qu'avant que tu sois victime, il faut avoir la sincérité et au moins la garantie que tu vas perdre ta vie au nom de cette République et tu vas te reposer en paix. Que de dire, que de participer de manière sournoise ou bien de participer de manière lâche et qui par finir, tu tombes dans le même. Parce que quand il y a une confusion, quand il y a un problème de sécurité, on connaît le début mais on ne connaît pas la fin. Et on ne saura pas qui sera victime tant que ce n'est pas la fin du conflit. Et c'est pourquoi tout celui qui est dans la sous-région, qui est dans la République du Niger, doit se dire que c'est une éventuelle potentielle victime de ce conflit. Donc il ne doit pas se dire que dans tous les cas ça concerne que l'armée, ou bien ça concerne que ceux qui dirigent, ou bien ça concerne tout le monde. Ce n'est pas que ça va concerner, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, dans ce cas d'espèce, quel que soit le Nigérien, allez-y faire l'investigation, même si le conflit s'arrête aujourd'hui. Quand on fait l'investigation, vous allez voir que de près ou de loin, chaque Nigérien est touché par la mort de ceux qui ont perdu la vie. Et surtout que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on n'est pas à la fin du conflit. Donc on doit se dire qu'on doit être tous des soldats, qu'on doit être prêt à aller au front. Ce n'est pas aller au front du point de vue militaire. Le front, on peut le mener aussi en tant que civil, en fournissant des informations. Et comment on peut créer ce cadre pour que tout le monde se sente concerné? Ceux qui sont habilités à le faire, je vous dis que c'est les décideurs. Et ils doivent revoir leur copie. Ils doivent revoir leur copie en créant quand même l'implication de toutes les sensibilités qui peuvent amener leur pierre à l'édification pour qu'on puisse combattre ces gens-là. Parce que le système de se retrancher au nom de l'autorité et gérer la situation, ça dépasse ça. Ce n'est plus une guerre classique. C'est une guerre asymétrique qui impose le concours de tout le monde. Je pense bien que, et en plus de cela, les gouvernants, parce qu'on ne cessera de le dire, c'est eux qui détiennent en réalité le moteur de pouvoir gérer ce problème. Le pouvoir, entre-temps, elle ne doit pas oublier que aussi, elle doit mettre en confiance la jeunesse. Franchement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, cette jeunesse-là, elle est impliquée jusqu'au bout. Parce que je dis, quand vous prenez le cas même des militaires, ou même des mêmes djihadistes, c'est la majorité, comme vous constatez, c'est des jeunes. Et comment les décideurs peuvent régler ce problème, fermer les yeux là-dessus? Je pense bien que le combat là, ça rime aussi avec le développement. Ça rime avec le développement. Parce que pour régler le problème là, il faut en même temps aussi créer les conditions du développement à la base. Le développement à la base, c'est de songer à créer un minimum à la population. Parce que quand une minorité se tape, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, la mauvaise gouvernance,
le détournement des deniers publics de manière flagrante, en réalité le problème de népotisme de manière flagrante, je vous dis que ça ne concourt pas à régler ce problème. C'est des choses qu'il faut au moins arrêter, ne serait-ce un seul instant, pour se dire arrêtons et mettons de côté nos égos et voir ensemble comment on peut régler cette situation. Franchement, je pense bien que les gouvernants doivent revoir leur copie. Et surtout, au-delà de ça, très brièvement, la chaîne du commandement, elle doit se dire que, en tout cas, elle doit changer leur fusil d'épaule pour voir. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne sent pas une certaine amélioration de l'effet. Et si on ne sent pas une certaine amélioration, c'est normal que les gens, en tout cas tous ceux qui sont de près ou de loin associés dans la gestion de ce conflit, disent en réalité qu'ils se rétractent et qu'ils avisent et qu'ils regardent réellement. En réalité, je suis en train de gérer tel point. Est-ce que je suis en train de gérer objectivement? Si je ne suis pas en train de le gérer, en tout cas, ce qui est habilité, si je refuse d'aller, celui qui est habilité, qui m'avait mis là-bas, il doit me dégager pour mettre quelqu'un qui sera à la hauteur de pouvoir gérer ce point. Ok, d'accord. Monsieur Daouda. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut nous permettre de présenter nos condoléances les plus émues au peuple nigérien ou aux familles des victimes. Effectivement, comme tous les Nigériens, nous avons appris le désastre qui s'est produit à Chiragoder après celui de Dinates. Et lorsque nous avons reçu l'information, la première leçon que nous avons tirée, c'est d'abord les coïncidences. Pourquoi je parle en termes de coïncidence? À Inates comme à Chinagoder, comme par hasard, c'est à environ 3 à 4 jours avant les convocations du président français Macron. Ma première réaction, je me suis dit, mais on a comme l'impression que ces attaques-là, c'est pour justifier la présence des bases militaires étrangères au Niger. C'est la première réaction que j'ai eue parce que j'ai vu les coïncidences. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est que il y a également la coïncidence parce que c'est à peu près les mêmes modes opératoires. C'est toujours des individus lourdement armés qui viennent avec des véhicules et des motos pour nous attaquer. C'est vrai, lorsqu'il y a eu l'attaque d'Inates, il n'y avait pas l'interdiction systématique de circulation des motos. Mais pour Chiragora, quand même, c'est comme par hasard, au moment où on a décidé que les citoyens ne doivent plus circuler avec des motos au niveau, sur le territoire de beaucoup de communes, de départements de la région de Tillabéri, c'est à ce même moment que des individus sont venus avec des motos pour nous attaquer. Donc là, ça peut poser problème parce que la population peut ne pas comprendre. C'est pourquoi d'ailleurs la dernière fois, on a fait ces analyses pour voir que ça peut poser un problème. Maintenant, pour ce qui concerne l'attaque proprement dite, nous allons... Il y a une autre coïncidence aussi, oui. Les heures. Oui, effectivement. Et comme à Inates, c'est encore en pleine journée. À Inates, c'est à 15h. Et au niveau de Chinagoder, à 13h. 13h, voire 14h. 13h et 14h. Et maintenant, pour ce qui concerne l'attaque, c'est vrai, après les échos que nous avons eus, en tout cas, contrairement à ce que RFI surtout voulait nous faire croire, que si on a pu les repousser ou tuer beaucoup d'assaillants, c'est parce qu'il y a eu l'intervention des États-Unis et de la France. Je crois que ça aussi, il ne faut pas essayer de justifier la présence de Barkhane au niveau de notre territoire. Moi, je considère que s'il y a eu cette résistance, c'est parce que nos soldats ont pu résister et ont fait preuve de courage et de professionnalisme. Donc, il faudrait que les gens apprennent à donner leur mérite à notre armée. Parce que nous le savons tous,
que ce sont des garçons qui sont bien formés, vraiment très bien formés et qui sont très courageux. Ils ont de tout temps fait leurs preuves parce que de la sous-région quand même, c'est l'une des rares armées dont les soldats refusent de fuir devant l'ennemi. Ça, il faudrait le reconnaître et saluer nos soldats pour ce courage. Maintenant, pour ce qui concerne l'insécurité dans cette région d'une manière générale, je crois que comme ça devient de plus en plus récurrente, les pouvoirs publics doivent dépasser un certain nombre de comportements. On l'a de tout temps dit, si on utilise des méthodes et des tactiques et que on est toujours, ça nous met toujours en état de faiblesse, je crois que le bon sens voulait qu'on change de stratégie. Si vous constatez, depuis que cette question d'insécurité a commencé dans notre région, de tout temps, on est à la défensive. Nos soldats sont coincés quelque part, on vient, on les attaque. Je crois qu'il est temps qu'on arrête de tuer nos soldats et que les stratégies leur permettent d'être à l'offensive. Pourquoi ne pas mobiliser une grande partie de l'armée nigérienne au niveau de cette région? Parce que quand vous regardez les zones dans lesquelles il y a ces attaques, c'est pratiquement une partie de la région de Tillabéri, le nord Tillabéri et une partie donc de la région de Tawa. Ça veut dire que ce sont des régions qui font frontière avec le Mali. Et quel Mali? Le Mali qui n'est pas occupé par l'armée malienne. Donc le Mali qui est occupé par les alliés de la France, donc les rebelles de Kidal. Ça veut dire que il faudrait qu'on mobilise une grande partie de nos troupes pour sécuriser nos frontières. Et parce que je suis obligé de rentrer dans cette stratégie, puisque je ne peux pas comprendre. Pendant que une grande partie donc, de notre territoire est en train d'être déstabilisée par des gens qui quittent un autre pays pour venir, ou le Mali pour venir, nous, au lieu de sécuriser concrètement nos frontières, on a même des troupes au niveau du Mali, dans le cadre de l'amunissement, pour sécuriser le Mali. Si les Maliens eux-mêmes ne sont pas engagés, parce que si ça se passe de manière récurrente dans cette partie, ça veut dire que l'armée malienne n'arrive pas à sécuriser sa frontière. Et toute cette zone-là n'est pas contrôlée ou sécurisée par l'armée malienne. Parce que je ne peux pas comprendre si il y a la présence de l'État et de l'armée malienne dans cette région, comment des terroristes peuvent faire prendre des colonnes de motos et des véhicules traverser des kilomètres avant d'atteindre notre territoire. Et presque de manière permanente. Ça veut dire quoi? Si on ne peut pas avoir un engagement réel de ceux qui sont au niveau du Mali pour régler la crise malienne, je veux parler du MINUSMA, je veux parler même des G5 et de Barkhane, alors que chaque État membre du G5 là n'a qu'à rapatrier ses soldats et protéger son territoire. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que à chaque fois, ce sont des soldats des autres pays, pratiquement du Niger, du Tchad et autres là, qui perdent le plus leur tribu. Et même quand on voit l'engagement des armées, les armées les plus engagées dans cette lutte, c'est l'armée nigérienne et l'armée tchadienne. Les autres, on a comme l'impression que le problème qu'il y a au nord Mali ou autres là ne les concerne même pas. Et je parlais même concrètement de la question des Maliens. Ça, c'est un premier aspect pour les grands sécurité. Il faudrait que, entre eux, entre chefs d'État, les 5 là, que les gens s'arrêtent et se disent la vérité. Ok, les gens s'arrêtent et se disent la vérité. Nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque fois, on tire, on tue nos frères et nos enfants. Ça ne peut pas, ça ne doit pas continuer. Et lui-même, le président de la République du Niger, a eu à le dire une fois, au niveau donc de ses discours par rapport à la sécurité, il a estimé que réellement la solution n'est pas seulement militaire. Mais le problème qui se pose fondamentalement,
j'ai comme l'impression que, malgré que l'Élysée, de tout temps, on ne faisait que privilégier la solution militaire. Et c'est dans ce sens, si les financements qu'ils attendent au niveau de la communauté internationale pour rendre opérationnel l'ensemble de leurs programmes dans le cadre du G5 là ne viennent pas, mais pourquoi au niveau des politiques de nos États, nous ne pouvons pas voir comment créer avec nos propres ressources les conditions pour non seulement financer notre sécurité en dotant nos armées d'armes réellement conséquentes, mais également créer les conditions pour réduire la pauvreté au niveau de nos pays. Parce que quelque part, on l'a de tout temps dit, c'est la pauvreté également qui peut être un des facteurs les plus moteurs en réalité de la prolifération du banditisme et du djihadisme. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce ne sont pas seulement les analphabètes qui sont parmi ces djihadistes. Parfois, ce sont en réalité des vrais intellectuels. Comment peux-tu comprendre quelqu'un qui a eu à faire des études, même l'État qui a financé ses études, il a fait des études supérieures, il se retrouve sans boulot, il est au chômage, alors qu'il est expérimenté dans beaucoup de tactiques. Si l'État n'arrive pas à le consommer au niveau de son marché de travail, je crois qu'il y a des esprits malins qui peuvent profiter des fruits des connaissances que la nation a données à ces personnes. Donc tout ça, là, il faudrait qu'on revoie nos politiques en réalité sur le plan socio-économique. Peut-être qu'on a la possibilité d'endiguer la propagation de ce banditisme et de ce terrorisme et de ce djihadisme. Monsieur Adamou. Bonsoir à tout le monde. Et moi, je ne dérogerai pas aussi à la règle. Je présente mes condoléances les plus émues. D'abord aux familles des victimes, à l'armée et au peuple nigérien tout entier. Et moi, la question sécuritaire me pousse à poser la question même sur l'existence de l'État en tant qu'État unitaire ou bien à la mode de gouvernance centralisée de l'État. Parce qu'il faut voir aussi de ce côté. Ce n'est pas l'État du Niger est sur les papiers un État où on applique le système de la gouvernance locale ou la décentralisation, mais dans les faits, vous sentez que l'État continue à agir comme étant un État qui applique la centralisation et non la décentralisation, où tout le pouvoir de décider, où tout le pouvoir de pouvoir faire quelque chose, il est concentré au niveau de l'État central. Ce qui cause parfois le problème, la lenteur dans les prises de décision, l'adéquation entre les décisions prises et la situation sur le terrain. Parce qu'il y a aussi cet aspect qu'il faut voir. Et aussi ce problème d'insécurité, il a aussi ses causes peut-être un peu lointaines qu'on a peut-être refusé d'admettre. Au moment où l'État nigérien a décidé de camper les immigrants au niveau d'Agadez, oui, on les a critiqués pour dire que non, cette décision elle n'est pas conforme quand même au droit international, n'est pas conforme même à des directives de la CEDEAO, des allées et de retour les va-et-vient des personnes et des biens de l'espace de CEDEAO. Mais mordicus, les autorités ont fermé les oreilles et les yeux. Ils ont décidé de placer ce camp tout simplement parce qu'ils savaient qu'il y a de l'argent qu'on les a promis au niveau de l'Europe. Et je vais vous dire quelque chose qui est un peu choquant. Les gens qui venaient du Soudan, les gens qui venaient de l'Érythrée, ce sont des gens, même quand vous les voyez, même ils ont 10 ans, 15 ans, ils sont expérimentés par rapport aux armes. Un ami me racontait une histoire, il a dit, un jour ils étaient à Libye avec des Érythréens et des Soudanais. Et voilà les policiers libyens qui sont en train de les protéger. Et quand un policier tire son Kalachnikov pour charger, ils disent, hey, dans son Kalachnikov là, il n'y a rien. Ou bien il ne reste que 3 cartouches ou 2 cartouches. Tellement que c'est des gens qui sont habitués à des armes. Ils connaissent, même quand tu tires, tu charges, ils savent que s'il n'y a rien, c'est juste pour intimider, ils le savent. Maintenant, la question, est-ce que ces jeunes-là, d'ailleurs qui sont mécontents de la façon qu'on les traitait, ne peuvent pas être des potentiels terroristes, ne pouvaient pas être recrutés par les terroristes pour venir faire la guerre? Ça fait combien d'années qu'ils sont campés au niveau d'Agadez?
C'est aussi un autre aspect qu'il faut voir. De l'autre côté, je pense qu'il y a ce qu'on appelle en droit les circonstances exceptionnelles. En dépit de ce qu'on appelle l'état d'urgence, l'état de siège. Il y a les circonstances exceptionnelles qui n'obéissent pas à ces règles. Les circonstances exceptionnelles, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un assouplissement par rapport à l'observation des règles pour pouvoir permettre aux autorités d'accomplir leurs tâches en tant que police administrative. C'est-à-dire qu'il y a une situation de sécurité et de l'ordre public. On n'attend pas, c'est-à-dire peut-être si la procédure est longue, de présenter une loi, aller voter un décret ou ceci, l'état d'urgence ou l'état de siège. Non, les autorités locales concernées pouvaient prendre la décision qui s'impose pour pouvoir juguler un problème. Mais il faut que le problème, c'est-à-dire les motifs, justifient la raison pour laquelle ils ont pris cela. Et ça, là, c'est admis. Oui, c'est admis en droit pour pouvoir le faire. Parce que là, ça assouplit, c'est-à-dire, il n'y a pas le respect, peut-être même le respect de la procédure de transfert de pouvoir, c'est-à-dire, on ne va pas dire, bon, celui-là, c'est un gouverneur, l'autre, là, c'est un préfet, à celui-là, c'est un sergent-chef, ainsi de suite. Non. C'est lui qui est sur le terrain, on lui donne l'autorisation sans respect, c'est-à-dire la procédure, peut-être il faut un écrit. Non, par voie orale, on peut lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent et puis juguler le problème. Il faut qu'on arrive là. Parce que là aussi, ça permet, c'est le renforcement quand même du droit, de l'état du droit pour permettre à certaines autorités locales de pouvoir donner leur contribution sans pour autant qu'ils soient bloqués par l'État central qui jusqu'à là, les mesures qu'ils prenaient n'arrivent pas vraiment à porter leurs fruits. Pour finir, maintenant, je dirais ceci. Je pense qu'on dit que c'est l'équipe qui gagne toujours qu'on garde. Les hiérarchies militaires qui sont là, comme disait la Constitution, au niveau des conseils de sécurité, qui sont chargés de conseiller au président de la République pour prendre les décisions qui s'imposent sur le programme de défense et de sécurité. Jusque-là, on voit que, face à l'épreuve, on voit que les résultats ne sont pas conséquents. Alors, le chef suprême des armées, pourquoi ne pas prendre toutes ses responsabilités pour pouvoir changer l'équipe? Voir si c'est l'équipe avec laquelle il fonctionne, c'est une équipe qui ne gagne pas. Voir le résultat, c'est que ça va donner. On n'est pas en train de dire qu'il chasse des officiers, non? Mais qu'il change l'équipe. Ils sont toujours dans l'armée, mais quand même, ils changent l'équipe. Voir le résultat, c'est que cela, ça va donner. Ok. D'accord. Monsieur Dabaji, je reviens à vous. Nous savons qu'il y a déjà une disposition qui court au niveau de la région de Tillabéri, où il est interdit de circuler à moto. Il y a également la région de Dosso qui est concernée. Cette fois-ci, le gouverneur également d'Ottawa a emboîté le pas au gouverneur de la région de Dosso. Mais nonobstant tout cela, quand même, les attaques ne font que se multiplier dans cette zone-là, surtout de Tillabéri. Oui, et les attaques ne font que se multiplier dans la zone ou de différentes zones, c'est quand même déplorable. C'est pourquoi il est intéressant de songer à une alternative. Parce que si on dit qu'à chaque moment, on s'en tient à l'ancienne pratique qui n'a pas convaincu, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas convaincu le citoyen. C'est-à-dire l'état d'urgence en tant que tel, elle n'a pas convaincu. Vous prenez du DIFA jusqu'à Tillabéri, ça fait combien d'années qu'on est en train de prendre l'état d'urgence? Mais on prend, dans tous les cas, c'est des choses prévues par la République. L'état de siège là, c'est une vérité. Remettez à César ce qui appartient à César. Mettez des gens qui maîtrisent cette situation, c'est-à-dire remettre tout dans les mains de l'armée pour les différentes zones là. Et je pense bien que vous allez voir que les choses vont commencer à s'éclaircir. Bon, nous ne savons pas le pourquoi on insiste et on persiste. Ça, c'est de un. De deux, même si cela n'a pas été fait, il y a quand même, il faut passer d'un cran. Nommer dans ces zones-là des responsables militaires. Que ce soit les préfets, les gouverneurs, et que ce soit des militaires. Qu'est-ce qui empêche ça? Parce que ça, là, c'est démocratique. Là, ce n'est pas parce que vous portez la tenue qu'on va vous empêcher de briguer un poste qui est réel, donc vous pouvez être à la hauteur de faire le travail. Et pourquoi, moi, je me pose la question, pourquoi on n'évolue pas dans la manière de combattre ce problème? Ça, c'est la grosse interrogation. Parce que ici, dans le cas d'espèce, je pense bien que jusqu'à preuve du contraire, l'état d'urgence et tout ce qui est
corrélé par rapport à l'état d'urgence comme dispositif, en tout cas, ils n'ont pas convaincu. Ils n'ont pas convaincu parce que chaque jour, nous faisons que pleurer des morts du côté de notre armée. Et je pense bien que si cela continue, en tout cas, je ne souhaite pas ça pour mon pays, ça ne sera pas bon pour nous, pour la République et pour ceux qui même décident. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie dans le cas d'espèce. Donc je pense bien que aujourd'hui, la pièce maîtresse, qu'on le veut ou pas, c'est d'appeler ceux qui sont chargés de pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez dans les zones, il suffit, si c'est des civils, les préfets et autres, là, et les cadres de commandement, qui ne sont pas des militaires. À chaque acte que vous allez poser, vous allez avoir des frissons. Est-ce que je ne vais pas poser un acte déplacé politiquement pour qu'on me chasse? Et face à la réalité, vous ne pouvez rien faire que de saisir l'hierarchie. Et cette dernière, si ses intérêts politiques ne sont pas garantis, elle ne va jamais vous autoriser. Et donc, je pense bien que remettez à César ce qui appartient à César. Remettez la gestion de ce conflit-là à l'armée. Dans les zones-là. Et vous allez voir. Les gens, les uns et les autres savent très bien que les autres conflits qu'on a eu, autant du MNJ, autant des autres rébellions, comment ça a été géré. Et ce sont presque les mêmes officiers qui sont là. Ils sont dans l'armée. Ils sont là. Et pourquoi en réalité, on ne fait pas appel à tout le monde? On fait appel à tout le monde, que ce soit un militaire, que ce soit un civil. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est comme je l'ai dit au début, on doit mettre de côté nos égos et voir la République. Parce que quand la République sombre, je pense bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui va croire que le lendemain sera meilleur pour lui. Sauf celui qui ne se retrouve pas avec cette République. Et nous, dans ce cas d'espèce, en tout cas, nous ne souhaitons pas que Dieu lui donne la chance de pouvoir nous faire sombrer la seule République que nous avons. Parce que c'est la seule République que nous avons, la République du Niger. Et je pense bien qu'on ne cessera pas de le dire, en tout cas, le premier responsable, c'est le chef suprême des armées. Et que nous lançons un appel au président de la République, franchement, pour revoir la copie de la chaîne du commandement. Ça, c'est de un. De deux, il faut qu'on ait un système. On ne faut pas qu'on se base toujours sur les forces étrangères. Il faut qu'on ait notre système indépendant, même en matière de renseignement. Si nous allons infioder, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas m'expliquer, madame, même pas un mois après l'attaque d'Inates, ils reviennent à la même heure. De la même zone. De la même zone. Avec le même système d'attaque. Et ils viennent et le réussissent. Même s'ils ont été tués. Mais ça ne s'explique pas. Même si vous n'avez pas fait école de guerre, ça ne s'explique pas. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Et vous ne pouvez pas accepter en toute honnêteté sur des éventuels, c'est-à-dire excuses par rapport à ça. Ce n'est pas possible, madame. Je pense bien que dans cet état de fait, il faut qu'on se dise que c'est nous-mêmes qui assurons notre propre sécurité. C'est nous-mêmes qui assurons notre propre renseignement. C'est nous-mêmes qui assurons la décision qu'il faut prendre et à chaque moment que la situation se présente. Aujourd'hui, quand vous prenez la même communauté internationale, pourquoi elle a refusé d'inscrire G5 Sahel dans le chapitre 16? Pourquoi? Ils savent très bien qu'aussitôt inscrit dans ce chapitre, le conflit-là, on aura 90% de chances de régler ce conflit-là. Mais la communauté internationale refuse. Et on continue à les observer. Si la communauté internationale refuse dans cet état de fait, mais il faut qu'on s'assure à notre propre chef, parce qu'on ne peut pas se permettre en réalité, au nom d'une quelconque technologie dont vous dites que vous l'assumez, dont vous dites que vous êtes à la hauteur, que jusqu'à plusieurs années, ils ne nous ont pas convaincus de l'existence de cette technologie. Ceux qui sont là et qui se disent que dans tous les cas, sans eux, on ne peut pas assurer notre sécurité, c'est faux. Avant leur arrivée, on a eu combien de situations comme ça? Notre armée n'a pas pu gérer ça. Et c'est maintenant, elle croyait qu'aujourd'hui, ils quittent. Je suis convaincu, s'ils ne sont pas derrière cette affaire-là. Donc d'ailleurs, nous soupçonnons, parce que c'est eux qui étaient à la base de la destruction de la Libye. Et la destruction de la Libye, c'est elle qui est à la base de toute cette situation. Parce que c'est ça qui a déclenché l'envahissement de notre zone par des armes et par des mêmes terroristes. Je pense bien que c'est clair. On ne peut pas nous empêcher de dénoncer ces gens de pratique, parce qu'on ne peut pas nous innocenter ces gens-là, dans le cas d'espèce. Donc, on doit se dire qu'on est nous-mêmes d'abord. Qu'on est nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est d'assurer notre propre sécurité. On ne dit pas qu'en réalité, qu'on a besoin de personne. Celui qui veut nous aider,
En tout cas, voilà là où nous voulons que vous nous aidiez. Vous nous aidez là en fonction de notre besoin, mais ce n'est pas à vous de nous dicter ce que nous devons faire par rapport à notre propre sécurité. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Et je pense bien que, et je suis sûr que le président de la République, peut-être, il a pris l'ampleur de la gravité de la situation, à tel enseigne que nous souhaitons que Dieu lui donne la chance et le pouvoir de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le sens d'aider le pays, de l'aider à travers lui, le pays. Parce qu'aujourd'hui, la voie la plus prépondérante pour pouvoir s'assumer par rapport à toutes les décisions qu'il doit prendre. Et ce que nous disons, nous ne voyons pas en quoi nous allons proposer des choses qui vont nuire à cette sécurité, parce que nous savons que nous sommes très vulnérables en tant que simples citoyens, parce que les premières victimes, c'est toujours nous quand ça s'empire. Ok. Monsieur Daouda, on a vu que cette insécurité a également fait des brèches, où c'est au niveau de la région du Difa, c'est des enlèvements de personnes. Au niveau de la région de Tillabéri, on exige à ces populations de payer les impôts. Et Maradi également touché par ces enlèvements. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Ouais, je crois qu'on a l'habitude de faire ce débat. Pour ce qui concerne la région de Tillabéri, où les Yadis viennent demander la zakat, et c'est une obligation, et que les populations sont obligées de payer. Et on l'a déjà vu, ça a fait fuir beaucoup de chefs de village. Et c'est au vu aussi de l'État, parce que l'État sait que ces chefs de village ont quitté, et l'État sait qu'on est en train de prélever la zakat. Alors, on a l'habitude de le dire, tant que ces populations payent la zakat, ça veut dire que ces populations reconnaissent l'autorité de ces djihadistes et qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de l'État. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi on nous demandait, à nos gouvernants, de dépasser des simples questions d'état d'urgence pour créer en réalité la confiance entre les gouvernants et les gouvernés de cette région. Parce que tant que les populations ne peuvent pas se sentir sécurisées, alors ces populations-là ne peuvent que continuer à payer. Si ces populations payent, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas l'État du Niger. Mais c'est parce que si elles refusent de donner ces zakats, il y aura la répression. Donc ça veut dire que c'est payer la zakat qui leur donne la paix. Or, l'État doit l'empêcher parce qu'il ne doit pas avoir un État dans un État. Voilà pourquoi, et je le disais et je le maintiens, la seule solution, c'est l'état de siège. Il faudrait qu'on donne des pouvoirs exceptionnels à l'armée pour pouvoir endiguer le problème au niveau de la région de Tillabéri. Pour ce qui concerne la région de Maradi, et là également, vous avez vu, ça a été en train de faire tache d'huile. Ces derniers temps, on est en train d'assister à des enlèvements contre rançon au niveau de la région de Maradi, surtout vers la région de Madaronfa. Et là également, on n'en parle même pas au niveau supérieur. C'est comme si ce sont des non-événements. Et le plus souvent, ce sont les populations elles-mêmes qui cotisent pour payer les rançons et libérer les enfants ou les autres qui ont été leurs proches qui ont été enlevés. Or, au niveau d'une nation, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité de toute la population. On enlève un Nigérien. Si l'armée ou bien les forces publiques ne peuvent pas aller les délivrer, je crois qu'il doit appartenir à l'État, mais même s'il faut payer rançon, d'aller payer ces rançons-là pour libérer les citoyens qui ont été enlevés. Ça se passe au niveau de Maradi, ça se passe au niveau de la région de Difa. Ça veut dire quoi? Il est même possible que c'est encore une autre forme. Parce que la situation a tellement pourri au point où, même s'il y a eu des crimes, il n'y aura même pas enquête. Les gens se cachent derrière la question du terrorisme, la question du djihadisme, pour dire que c'est Boko Haram, c'est Akimi, c'est ainsi de suite qui ont attaqué. Parfois, en réalité, ce ne sont même pas des terroristes qui posent ces actes. Parfois, ce sont des règlements de compte. Des simples règlements de compte. J'ai des problèmes avec un individu, je paye des gens pour venir l'exécuter. Dans tous les cas, il n'y aura plus d'enquête. On va dire que ce sont des djihadistes, c'est Boko Haram, ainsi de suite. Ou bien il y a des bandits, parce qu'il y a aussi le banditisme organisé, qui veut profiter de cette situation où l'État est absent dans certaines régions, où des bandits s'organisent
pour rançonner les populations. Dans tous les cas, ils savent qu'il n'y aura pas poursuite, il n'y aura pas d'enquête, dans la mesure où on va toujours penser que c'est Boko Haram, ou bien les gens se font là, c'est-à-dire qu'ils viennent d'autres territoires venir le faire et retourner. Je crois que pour cette question de sécurité, et c'est comme on l'a dit, et on ne va pas cesser de le dire, il faudrait nécessairement que nos gouvernants changent de stratégie. Il faudrait nécessairement qu'ils changent de stratégie parce que toutes les méthodes quand même, et toutes les lois qu'ils ont eu à prendre par rapport à cette question d'insécurité ont montré leurs limites. On a sacrifié les domaines sociaux de base, on a sacrifié l'éducation, on a sacrifié la santé. Même l'alimentation a été sacrifiée à l'auteur de la question sécuritaire. Parce que dès qu'un groupe organisé fait des revendications corporatistes, ce qu'on leur montre, c'est qu'on a utilisé l'essentiel du budget pour équiper l'armée, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais avec tout ça là quand même, on ne voit pas une évolution. Alors, il faudrait nécessairement qu'on change de fusil d'épaule et que, pour une bonne fois pour toutes, que les choses soient vraiment réglées. Parce qu'ils doivent comprendre une chose. Dans une question de sécurité, parce que au niveau de cette situation qui est en train de menacer même l'existence de l'État nigérien, je crois que les calculs politiques et politiciens n'ont plus leur raison d'être. Parce que s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, si le pays cesse d'exister, la gouvernance, leur lutte politique là, n'aura plus sa raison d'être. Je crois qu'ils doivent revenir sur terre pour comprendre les problèmes réels là de nos populations. Et même pourquoi les gens sont en train de mourir. Et c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on constate au niveau de l'ensemble des États. Le plus souvent, ces enfants qui tombent là devant les champs de bataille, ce sont les enfants des pauvres. Vous prenez en réalité l'analyse de l'ensemble des guerres, que ce soit au niveau des pays développés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre de temps, tout ça là, même au niveau des grandes puissances, vous ne verrez jamais l'enfant d'un gouvernant, d'un ministre ou même d'un grand officier qui part sur les fronts. Le plus souvent, c'est toujours l'enfant du peuple. C'est toujours des enfants du peuple qui sont au niveau de ces fronts. Mais franchement, vous êtes en train de gérer ce peuple. Le peuple paye l'impôt. Le peuple donne ses enfants pour protéger la nation. Il faut vraiment utiliser les fonds qu'il y a au niveau de notre pays pour acheter des armes à nos armées. S'il n'y a pas assez de fonds, voilà pourquoi la lutte contre la corruption là, a encore sa raison d'être. Nous savons que des gens ont volé des milliards de ce pays. Je crois que très rapidement, au nom de la sécurité des personnes et des biens, il faut récupérer nos milliards pour acheter des armes et équiper notre armée nationale. Monsieur Adamou, pour terminer, donc, pour refermer ce sujet de sécurité, c'est le cas, j'aimerais surtout qu'on parle du cas donc, du maire de Kabalewa, parce que quand même c'est une autorité qui a été enlevée depuis octobre avec sa femme et qu'ils ont pu payer jusqu'à 20 millions pour être libérés après 3 mois de captivité. Pourtant, c'est une autorité et l'État n'a rien dit. Parce qu'on suppose qu'on ne peut pas faire 4 mois ou 3 mois dans les mains de ces bandits. Bon, avant de répondre, je vais juste donner un peu plus de détails parce que j'ai évoqué les circonstances exceptionnelles, toujours en rapport à des manières pour juguler la sécurité et le problème d'insécurité, en plus de l'état de siège que Bouraï Maloda vient d'évoquer. Et les circonstances exceptionnelles, comme je l'ai dit, ça donne un pouvoir de police à des autorités administratives pour gérer un problème de sécurité et de l'ordre public. Mais les circonstances exceptionnelles ont aussi leurs motifs que je vais en donner. C'est quand il y a une impossibilité de respecter le principe de légalité pour des raisons, que ce soit c'est des raisons matérielles ou juridiques. Les raisons matérielles, peut-être, c'est-à-dire il y a une question, on voit que les moyens qu'on mettait peut-être à la disposition ne permettent pas, on crée une situation. Par exemple, pour la réquisition. On peut voir les véhicules de quelqu'un, on dit l'armée n'a pas suffisamment de véhicules. Ah, il y a tel et tel véhicule, on réquisitionne. Maintenant, au niveau juridique, on peut voir, il n'y a pas une mesure légale qui permet de combler la situation dans un endroit circonscrit. Maintenant,
les autorités qui sont compétentes sur ce lieu-ci prennent des décisions qui s'imposent juste pour régler le problème. Il y a l'existence de circonstances exceptionnelles au moment de la prise de décision litigieuse. Quand il y a une situation qui s'impose et litigieuse, maintenant il faut prendre une décision qui s'impose. Maintenant les effets. Les circonstances exceptionnelles ont des effets, comme j'ai évoqué des assouplissements au niveau des règles de compétence. Les règles de compétence, c'est dire, bon voilà, telle décision ne peut pas être prise que pour un tel qui assume telle responsabilité. Par exemple, une décision, on dit, elle doit émaner normalement du ministre de l'Intérieur. Mais cette situation-là se pose dans la région de Difa, par exemple. Donc, le gouverneur, il peut prendre la décision, ou bien même à Maradi, on prend l'exemple, c'est dans le département de Madarova, là où on évoque le plus de problèmes d'insécurité, que, je veux dire, c'est au niveau de cette zone-là, quand vous prenez la commune de Gabi, jusqu'à vers Moulé, Kunkuzu, Lili, ainsi de suite. C'est une zone que je connaissais. Le problème d'insécurité existait depuis les années 96-97. Le problème où on vole, on attaque des gens pour arracher leurs biens, ou bien on vient, on prend. Mais dans le temps, les moyens de communication ne permettent pas de savoir que si tu ne vis pas dans la zone, que ce genre de problème. Pourquoi? Parce que c'est une bande où il y a une forêt vierge entre le Niger et le Nigeria. Même quand les trafiquants ou les voleurs attaquent quelqu'un, ils entrent dans cette forêt-là. Même si vous entrez, avant de les trouver, peut-être vous pouvez être à côté d'eux, ils se taisent, ils passent, ils s'en vont. Mais maintenant, à cause du problème d'insécurité avec Boko Haram au Nigeria, les gens ont profité pour faire de ça peut-être un fonds de commerce. Qui en réalité, moi personnellement, je ne crois pas que c'est du terrorisme qui se passe dans la commune de Gabi. Non, c'est pas du terrorisme. C'est juste des bandits armés. C'est des gens, c'est des voleurs. Ils font des kidnappings, ils profitent juste du problème d'insécurité. Parce que ça a été mal géré. Et ils font de ça leur affaire. J'en passe au niveau de deuxième effet. Il y a la disparition des règles de la forme de procédure, comme j'ai dit. Quand il y a une situation de circonstances exceptionnelles, les règles de procédure qu'il faut observer, ça ne s'observe pas. Ce qu'on veut, c'est le résultat qu'on veut sur le terrain. C'est admis par la métropole parce que très souvent, c'est d'elle que nous copions nos lois et nos jurisprudences. Ensuite, le numéro 3, c'est la déqualification du contenu d'un acte. C'est-à-dire, quand un acte qui, dans le temps normal, est un acte illégal, dans des circonstances exceptionnelles, il devient légal. Parce que c'est la situation qui s'est créée, qui est là, qui permet maintenant de faire en sorte que l'acte-là qu'on considère illégal devient légal parce qu'il arrive à gérer un problème que quand on a... S'il fallait attendre la légalité, le problème va s'empirer. Maintenant, par rapport à la question du maire de Kabaléa, vous savez, les autorités ont... Généralement, ils ne communiquent pas sur les aspects de négociation, même les grandes puissances. Il se peut que l'État a une même mise. Ce qui est sûr, moi je suis convaincu, officieusement ou officiellement, l'État devrait avoir une même mise dans cette affaire de négociation. Mais ils ne vont pas venir exposer que on a intervenu dans la négociation, voilà ce qu'on a fait, ainsi de suite. Certaines choses, pour des raisons d'État, l'État décide de garder. Prenons un exemple. Notre président de la République, il a décrié l'aspect de Kidal. Il a dit Kidal, c'est là où se réfugient les terroristes. Ils ont fait des manifestations, brûlé sa photo et le drapeau de Niger. Mais curieusement, on n'a pas vu les leaders de Kidal venir au niveau de la présidence, que cela n'a pas été de manière officielle filmé par la télévision nationale montrée au palais. C'est juste par une photo qui a été fuitée parmi les gens qui étaient venus. C'est pour des raisons d'État peut-être. Ça fait partie de ce qu'on appelle des raisons d'État. Ils ont décidé de garder cela comme un secret d'État pour ne pas l'exposer. Mais je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui est là. Négocier avec les terroristes pour les donner des rançons, c'est une façon d'encourager le terrorisme. C'est une des raisons pour laquelle les États-Unis, de manière officielle, ils sont rigides par rapport à cela. Au lieu de négocier, donner des rançons aux terroristes, ils vont profiter pour alimenter le terrorisme, s'équiper, avoir plus des armements, recruter d'autres terroristes. Vaut mieux d'aller les affronter parce qu'on peut les localiser. Bien sûr, on peut les localiser. Et rapidement,
un autre aspect par rapport au terrorisme, mais maintenant, Oui. on sait que dans le Sahel, il y a quelqu'un qui est connu pour être le parrain du terrorisme au Sahel. Le président du Burkina, Blaise. Ah, d'accord. Oui, Blaise, on savait que c'était le parrain du terrorisme. Ok. Il est là, quand il a fui, on l'avait laissé, il est parti se réfugier ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, bon sang, on observe ce bonhomme, on ne fait rien de lui? Bon, Qui vous dit que c'est- Blaise, en tant que parrain du terrorisme, est un chef d'État, ne continue pas de communiquer avec ces Mais terroristes? est-ce que vous avez des preuves sur ça? Non, ça y a C'est des... ça, Non, parce que- il y a des preuves. Non, Le parce président Roch Christian Kabour, l'actuel président, on l'avait interviewé sur TV5 et France 24. Les journalistes lui ont posé la question comme suit. Des terroristes sont venus vous réclamer des véhicules qu'ils ont commandés pour Blaise. Vous avez répondu quoi? Elle a dit oui, cette information elle est vraie. D'abord, ils ont dit c'est pour vérifier l'information. Il a dit l'information elle est vraie. Mais lui, il les a dit de retourner. Ils n'ont pas commandé ça au nom de l'État. Celui pour qui ils ont commandé n'est plus aux affaires. Ils savent là où il se trouve qu'il aille chez lui pour aller récupérer leur argent. Le journaliste a posé aussi la question pour savoir, mais vu qu'il a géré l'État pendant un certain nombre d'années, il a un certain nombre de services pour vous aider à gérer le problème de sécurité. Roch Christian Kabour l'avait dit, c'est son expérience, c'est d'être en connivence avec les groupes terroristes et des narcotrafiquants. Si c'est ça, là, nous, on n'en a pas besoin. Ça, c'est de manière officielle. J'ai la vidéo. Si vous voulez, je peux vous balancer la vidéo. Et ensuite, il avait dit qu'il aille là-bas où il est réfugié. S'il a ce genre de conseils à donner, qu'il donne ses conseils là-bas. Donc, il y a des gens qu'on connaît officieusement qui sont qui sont quand même de connivence avec ces gens-là. Il faut les interpeller. Pour évoluer par rapport au maire là, dont je dis que c'est une autorité et l'autorité n'est pas inquiétée. Il a fallu que sa famille paye le rançon pour pouvoir, la rançon autant pour moi, pour pouvoir le libérer. Donc, si aujourd'hui, une autorité qui est censée être protégée n'a pas eu bénéfice de ça, et comment se fera-t-il aujourd'hui, ces jeunes, pas ces jeunes, quelqu'un, par exemple un commerçant ou un citoyen, un simple citoyen, qui va se voir kidnappé, dans quelle situation ces populations aujourd'hui vivent? Parce que c'est ça aussi. Normalement, l'État a la garantie d'assurer la sécurité à l'ensemble des citoyens. Même s'il y a quand même, en tant que citoyen, pas même en tant qu'une autorité, si l'État pouvait faire quelque chose pour pouvoir le libérer, l'État devrait le faire. Mais comme je vous ai dit, si l'État a eu à le faire, mais que l'État ne voulait pas le rendre officiel, pour des raisons d'État, l'État a décidé de garder cela. Mais quand même, pour le cas, je prends un autre cas, de l'infirmier, chef d'infirmier qui a été kidnappé vers Maradi. Le problème qui se pose, c'est quoi? J'ai discuté avec certains qui travaillent dans la zone, qui sont aussi du domaine de la santé. Ils disaient, mais si on kidnappe les gens et qu'on accepte de négocier, l'État officiellement accepte de négocier et de leur donner de l'argent, ça va devenir un fonds de commerce. Donc tous les agents qui sont dans cette zone-là sont exposés. On prend celui-là aujourd'hui, on donne de rançon, on le relâche demain. Demain, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui se fait. Même si l'État aujourd'hui ne négocie pas, c'est la famille aujourd'hui qui contribue pour pouvoir payer cette rançon-là pour les faire revenir. Donc, je pense que... La meilleure façon, au lieu de donner des rançons, vraiment, c'est de garantir la sécurité. Moi, affaire de rançon, ça ne me convient. Garantir la sécurité comment? C'est ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur deux fronts au niveau de Difa. Il y a les enlèvements de ce côté et il y a également les terroristes de Boko Haram. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une manière aujourd'hui de préserver cette population Madame, je pense que le problème d'enlèvement... Parce qu'on enlève, on paye une rançon, on les libère. Et juste après, on reprend encore la même chose pour kidnapper d'autres populations. Je suis entièrement d'accord avec l'intervention de Brema qui disait que parfois ce ne sont pas des terroristes, c'est des gens qui ont des problèmes de personnes. Moi, le problème d'enlèvement de Difa, là, je le vois plus sous cet angle. Tu as un problème avec un tel que ça soit c'est des problèmes politiques. Si c'est une personnalité, tu l'enlèves pour avoir de l'argent. Non, mais ce n'est pas seulement une personnalité qui est enlevée dans cette zone. Je pense bien que
Il y a dans beaucoup de cas, quand vous prenez le cas d'espèce. Et c'est vrai, et ce que vous dites, ça peut tenir. Mais aussi, ce que vous ne voulez pas dire là, ça peut se faire. Parce que ça peut se faire que ces gens-là, ils sont asphyxiés par les moyens de leur combat. Et ils vont employer ce mode opératoire pour pouvoir renflouer leurs caisses et leurs finances pour pouvoir rebondir de plus belle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le danger. Et le problème auquel, effectivement, ce que Maimouna disait, il est inadmissible quand on prend quelqu'un avec la robe de l'État. C'est l'État qui a été défié. Et l'État doit user tous les moyens pour que celui qui a touché le symbole de l'État comprenne qu'il a touché le symbole qu'il ne faut pas toucher. Et aujourd'hui, c'est le même cas avec les chefs du village. Les chefs du village que vous voyez là, c'est parce qu'eux, ils les considèrent comme les représentants de l'État. Qu'ils sont en train de les égorger et les empêcher même d'exercer leur pouvoir, leur fonction de chef du village. Et là, je vous dis, c'est pourquoi je vous dis que l'autorité de l'État a failli dans ce sens. Parce qu'il doit s'assumer dans le sens de protéger ces gens-là, parce que c'est la ramification de l'État jusqu'au chef du village. Et l'État doit veiller pour que aucun groupe ou un groupe d'individus ne peut imposer à ceux qu'on lui donne des impôts à la place de l'État. Parce que s'il le fait, ça veut dire que l'État a failli dans ce sens. Et dans ce cas d'espèce, là, c'est comme s'ils ont pu convaincre, ou du moins ils ont pu prendre la zone. Parce qu'il y a une zone où c'est à vous qu'on vous donne les impôts. Ça veut dire que l'État n'existe plus là-bas. Ça n'existe plus là-bas. Et là, ça veut dire qu'ils ont pris la partie. Et c'est ça que nous disons. Effectivement, il est intéressant et il est vraiment obligatoire pour l'État de s'assumer par rapport à cette situation. Parce que cette situation-là, au début, on ne l'avait pas. Si vous vous rappelez très bien, au tout début, il n'y avait pas ça. Et c'est ça qui m'inquiète, même le cas du Maradi. Ça peut se faire que c'est le même mode opératoire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir déclencher. Parce que le terrorisme, là, comme vous l'avez dit, ça a duré. Ça a duré dans les zones d'Algérie. Ils font toujours des confrontations avec nos militaires, mais ils n'avaient pas les moyens de faire leur politique. N'eût été là le déchirement et le déclenchement de la Libye. Ils ne peuvent jamais faire face à nos armées. C'est ça la question. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'État doit se dire, et c'est là où je suis d'accord avec vous vraiment. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Moi, je suis d'accord avec le principe que là où se trouvent nos militaires, là, ils doivent revenir au Bercail pour protéger notre territoire. Parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je ne veux pas aller défendre quelqu'un le moment où protéger quelqu'un alors que ma maison a pris feu. Je pense bien qu'il faut que ça soit clair. Parce que ce combat-là, c'est un combat de la durée. Il faut que les gens comprennent. Si tout le monde ou la grande majorité de la population et de la grande majorité de tous les Nigériens ne s'engagent pas de ça, wallah, le pays va perdre et tout le monde va perdre. Et je pense bien qu'il n'y a pas d'état d'âme dans ce cas d'espèce. Il faut qu'on accepte le principe qu'il y a un seul aspect qu'on doit voir sur le Niger, l'existence de la République du Niger. Et rien de trop pour qu'on puisse garantir l'existence du Niger. Et dans ce cas d'espèce, que ce soit un munissement, que ce soit un autre contingent. En tout cas, moi je suis d'accord sur le principe. On doit regagner la maison pour protéger notre maison. Parce que notre maison veut prendre feu. Votre existence là-bas dépend de l'existence de la République du Niger. Parce que si la République du Niger n'existe pas, vous n'allez plus être reconnu comme militaire du Niger pour garantir la paix de l'autre côté. Alors que chez nous, il n'y a pas cette paix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à l'heure de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on a la paix. On a la paix, c'est relatif. Parce qu'aujourd'hui, tant que nous sommes même ici, personne ne souhaite de rentrer chez lui en paix. Tel que n'était pas le cas dans le passé, de quelques années en arrière, où quand on tue 2 militaires, 10 militaires, mais c'est un deuil national où tout un chacun, en tout cas, il est bouleversé. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est en centaines que nos militaires tombent. Et ça, là, je pense bien que ça doit interpeller notre conscience, au-delà de nous-mêmes, de tous ceux qui ne sont pas conscients du danger, que le danger est là. Il a frappé à la porte du Niger. Et on doit accepter le principe de se sacrifier pour défendre notre République. Voilà, donc nous allons repartir pour le second point. Le second point, c'est la rencontre justement donc, des chefs d'État du G5 Sahel avec le président français Macron à Pau,
le lundi prochain. Alors, Dambachi, on reste avec vous. Par rapport donc justement à cette rencontre-là, parce que la première rencontre n'a pas eu lieu, nous sommes dans la seconde rencontre. Oui. Les chefs d'État africains ont tous répondu présents donc, pour participer oui, ils vont aller à Pau. à cette rencontre-là. Mais en tout cas, lui, sa préoccupation, elle est claire. Il a demandé à ceux qu'il aille au niveau du Pau pour clarifier leur position vis-à-vis de son armée qui se trouve dans notre... Regardez son armée, parce que lui, il défend ses militaires. Regardez ce que ça veut dire. Hein. Il a dit, lui, il ne peut pas accepter d'envoyer ses militaires et que leur présence est contestée par des citoyens, par des Africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sent responsable jusqu'au plus haut, à un niveau très ancré de sa subconscience, que ce militaire-là, c'est à lui de le défendre. Et bien, sa robe de magistrat. Et bien, chez nous, ils doivent mettre cette robe. Malgré tout, malgré que aujourd'hui, moi, je ne vois pas même l'opportunité du président de la République d'aller au Pau, parce qu'il a déjà dit qu'il a eu ce qu'il veut du président de la République, parce que le président de la République a clarifié sa position. Il a dit. Il attend les autres clarifier leur position. Je pense même qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'opportunité que notre président aille là-bas, ne serait-ce que peut-être pour des autres. Sa position peut changer aussi. Sa position, ça m'étonne fort, madame. S'il vous plaît, ça m'étonne fort que sa position change dans le contexte actuel. Ça, et pourquoi? C'est ce qui m'amène à rejoindre l'analyse de Brema. Les faits se coïncident. Et au même moment, regarde, au même moment, au moins de 4 jours de l'autre première réunion convoquée, il y a eu l'INATES. Moins de 4 jours, maintenant il y a eu Synagodaire là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, regarde bien. Et puis quand on a fait Synagodaire là, Erfil a appris, sous la bénédiction des forces étrangères, de connivence avec l'armée nigérienne, ils ont pu mettre les gens là en déroute. S'il vous plaît, même si vous n'avez pas étudié la politique, la science politique ou la stratégie politique, vous savez très bien qu'il y a des choses qui sont trop flagrantes à cela enseigne que ça ne peut échapper, en tout cas à tout celui qui jouissait de sa faculté morale, ça ne veut pas lui échapper. Donc dans ce cas d'espèce, il faut que ce blanc-là comprenne à l'heure actuelle. En tout cas, ils ne sont pas dans les années 1960. Ils ne sont pas dans les années de la traite négrière. On a la capacité de comprendre, sinon mieux qu'eux. Parce qu'il y avait eu des preuves. Vous partez dans les universités, ils ne peuvent pas se confronter aux Noirs, du point de vue intellectuel et du point de vue intelligentsia. Donc qu'ils comprennent une chose, que nous comprenons la chose très bien à telle enseigne, et qu'ils se disent qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire baisser la culotte dans ce combat. Parce que nous savons très bien on sait très bien, ils ont des répondants. Ils ont des répondants entre nous en Afrique. Ils ont des répondants. Mais qu'ils se disent que la grande majorité aujourd'hui a compris. Et cette grande majorité-là, c'est un mouvement d'ensemble. Et aujourd'hui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire comme stratégie de pouvoir démoraliser. Ça sera très difficile. C'est un vent qui a soufflé. La meilleure des choses, c'est de travailler avec cette réalité, que les gens veulent être libres réellement et qu'ils se disent en réalité qu'ils doivent traiter avec les Africains d'égal à égal dans le respect des intérêts. Personne ne dit qu'il n'a pas besoin d'eux, mais de la même manière qu'on a besoin d'eux, eux aussi nous ont besoin de nous. Et il faut qu'ils acceptent que le partage, que la réalité soit d'égal à égal, sur le plan intérêt. Parce qu'aujourd'hui, je sais que la génération qui est là aujourd'hui, elle n'est pas prête, en tout cas, à mourir dans une mort, avec une mort, en tout cas, de lâcheté. Elle préfère mourir. Mort maquillée. Elle préfère mourir avec les armes à la main. Et aujourd'hui, il faut que et la France et l'Europe comprennent cela. Que ce combat-là, ce n'est pas un combat qu'ils peuvent étouffer en si peu de temps dans la libération de nos pays africains. C'est clair, hein? Monsieur Daouda. Oui, bon, pour ce qui concerne la convocation que Macron a eu à faire aux 5 chefs d'État du G5. Je rappelle que même aujourd'hui, il y a oui, eu une marche de protestation au niveau du Mali. Donc, pour ce qui concerne par rapport la position de nos chefs d'État, je crois que pour ce qui concerne le cas du Niger, la position est déjà très claire.
il suffit tout simplement d'analyser d'abord le discours, le message à la nation du 18 décembre et du 31 décembre du président de la République. Il a déjà donné sa position. Et entre-temps, au moment où Macron a fait un crochet pour voir ses troupes, il a profité pour aller s'incliner devant sur les tombes de nos soldats tombés à Inates. Là également, il a dit clairement qu'il a félicité le président nigérien et qu'il a demandé aux autres chefs d'État de faire comme le président nigérien et de clarifier leur position. Ça veut dire que lui, il a déjà clarifié sa position. Moi, à sa place, je ne dirais même pas, surtout qu'il a eu l'attaque là de Nagoder. Donc, j'ai déjà clarifié ma position. Si c'est pour aller dans la même position, quand même, je vais rester pour suivre le deuil quand même avec tous les citoyens nigériens. Donc, bon, en tout cas, il a clarifié sa position. Et tu sais, pour autant, à cette question de rencontre, ce qui m'a encore étonné, c'est hier, j'ai suivi le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale française. En réalité, sur les chaînes de RFI, il a réitéré les mêmes choses. Il dit que eux, ils ne peuvent pas admettre qu'ils envoient leurs enfants verser leur sang dans nos pays et que ces mêmes populations, en guise d'ingratitude, les insultent. Il a dit clairement, c'est le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale française. Et il dit que ces 5 chefs d'État-là doivent venir clarifier, il a répété, clarifier leur position par rapport que ça soit officiel. Pour que ça soit officiel. Oui. Ça veut dire quoi? Bien que quand les gens se le disaient depuis longtemps, que rien ne justifie leur présence de manière légale, alors on traitait des gens d'opposants, de putschistes, de tous les noms d'oiseaux. Ça veut dire qu'en réalité, ces forces-là sont là par entente directe entre individus. Ce n'est pas d'État à État. Parce que quand vous prenez, quand le problème malien a commencé, le Mali a demandé à ce que Serval vienne les sauver. Et c'est à partir de l'opération Licorne qu'on a détaché des troupes. Ils ont volé pour aller chasser les djihadistes. Et ça a permis de pérenniser. Comment ils ont fait, par quelle osmose ils ont fait Barkhane, jusqu'à avoir une base de drones à Niamey, une base au niveau du Tchad. Ça, de manière formelle, l'installation de ces bases-là, malgré que j'ai entendu ceux qui sont des partis du pouvoir et leurs alliés là, dire que c'est en toute souveraineté que l'État nigérien leur a demandé, l'État nigérien ne leur a jamais demandé. Parce que moi, dans tous les cas, je suis au Niger, je n'ai pas voyagé depuis que ce régime a commencé. Moi, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas quitté le Niger. Et je suis de tout un suivi. Les débats au niveau de l'Assemblée, je ne me rappelle pas avoir quand même une loi a été votée. Ça veut dire que, je vais finir tout à l'heure, ça veut dire que ce n'est pas d'État à État. Au moins cette fois-ci, quand Macron veut que ça soit clarifié, parce que quand vous comprenez, hein, vous prenez le président Issifou, le président malien, le président de Burkina, ils étaient dans l'international socialiste avec l'ancien président français. C'est au nom de leurs relations personnelles qu'ils ont eu à faire ces trucs. Macron n'est pas dans leur international socialiste. Peut-être que Macron même n'a pas vu la trace réelle de ces accords militaires entre nos pays et la France. Et maintenant, il faudrait que ça soit formel. Ça doit passer à la fois par l'Assemblée nationale française et également par nos assemblées. Et c'est là où on va voir clairement pourquoi ils sont là et quels sont leurs rôles. Et c'est bon, je ne sais pas si le président est parti ou pas. Bon, même s'il est parti, peut-être que ses conseillers sont là, ils peuvent le téléphoner, lui dire. En tout cas, s'il part là-bas, il n'a qu'à clarifier. Si ces gens-là ne sont pas là pour être un appui, pour nos forces. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est à eux de prendre l'initiative. Mais si pour être un appui pour nos forces, alors il n'a qu'à leur demander d'aller, puisque c'est au nom du Mali, de la crise malienne qu'ils sont là. Ils n'ont qu'à bouger un peu pour aller au Mali. Et nous, je suis sûr que nous aurons la possibilité cette fois-ci de régler nos problèmes. Ok. Mais vous voulez augmenter quelque chose? Oui, c'est juste par rapport à ce que Bourem a dit. Effectivement, on ne parle pas de la souveraineté. Parce que pour nous,
notre constitution est claire. Par rapport à ça, il y a un processus pour que ça relève de la souveraineté. C'est de passer à l'Assemblée nationale. Et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a pas atterri là-bas. Pour le cas de la présence de ces Français au niveau, soit-il leur logistique au niveau de l'aéroport, ça doit respecter la procédure officielle et la procédure constitutionnelle. Ça n'a pas été respecté. Même si du reste, Macron l'a dit, que la position du président et du parti au pouvoir reflète la souveraineté du peuple. Mais j'ai dit que toujours c'est de l'ironie. Il sait très bien que ça ne reflète pas la souveraineté de l'État. Parce que les deux qu'il a cités, ils ne détiennent pas la souveraineté du peuple. C'est clair. Ok, monsieur Adam. Je dirais pour la convocation à Pau, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ce n'est pas un sommet, c'est une convocation. Même moi, je doute fort que Macron n'est pas en train d'essayer de faire une pierre deux coups. Oui, une pierre deux coups, pourquoi? On va aller au nom de la clarification de la position pour la présence de l'armée française au Sahel. On va profiter pour imposer l'affaire de l'ECO. Parce que ça est toujours, on est en 2020. C'est à la présence de Macron en Abidjan avec son... je ne sais pas, son serviteur, ou comment on va dire, le président ivoirien, ils ont fait l'annonce officielle de passage de CFA à l'ECO. Je pense que ça a été expliqué ici, qu'il y a deux ECO. Il y a pour l'UEMOA, il y a pour la CEDEAO. Oui, ECO, Macron, Ouattara, peut-être c'est ça. Non, est-ce que réellement c'est ECO, UMOA d'ailleurs même? Est-ce que c'est pas ECO, Macron, Ouattara? Est-ce que ce n'est pas qu'il va profiter de leur présence à Pau pour les imposer? Oui, la deuxième clarification, est-ce qu'ils sont pour ECO Macron Ouattara ou bien ils sont pour ECO CEDEAO? Et nous sommes là, nous avons braqué nos yeux sur eux pensant qu'ils sont allés pour discuter la question sécuritaire. Ils vont discuter aussi de la question économique, ce qui va faire plus mal à l'économie du Sahel ou des pays qui ont le CFA en commun. Et surtout l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils vont toujours aller discuter, je ne sais pas au nom de quel accord, de quelle osmose, la France va garantir l'ECO sur la base de l'euro, une monnaie qui ne l'appartient pas. Comme j'ai eu à le dire d'autres fois, l'euro est une monnaie communautaire qui n'est même pas imprimée en France. Donc cela veut dire que nos chefs d'État risquent d'aller à Pau pour faire la sous-traitance financière et économique de nos économies. Oui, parce que s'ils vont sous-traiter, ils vont discuter avec la France pour garantir la convertibilité. La France va aller aussi discuter avec la Banque européenne. Donc chacun, dans cette lignée-là, chacun va essayer de tirer son épingle de jeu. La France va avoir va tirer son épingle de jeu. La banque aussi, centrale de l'Europe, va tirer son épingle de jeu. Maintenant, par rapport à la question sécuritaire. La position. La position, pas des chefs d'État. Oui, des chefs d'État, oui. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, nous savons que moi, je suis convaincu, tous les jeunes militaires qui sont enrôlés, les jeunes Nigériens actuellement, Allah et moi, je crois que ce sont des gens qui sont engagés, qui sont prêts pour aller faire le combat. Ce n'est plus le temps où on rentre dans l'armée pour cirer ses chaussures et porter des tenues pour aller intimider les amis ou intimider les jeunes filles. Vous pensez? Oui, ce n'est plus le cas parce que vous savez, dès que vous entrez dans l'armée, quand vous sortez, vous savez que avant la fin de cette année, vous serez sur le terrain. Donc les jeunes sont engagés. Ils sont prêts à le faire. Juste que, au lieu d'aller clarifier leur position à Pau, suite à la convocation de Macron, qu'ils puissent avoir confiance à leurs soldats, qu'ils puissent, leurs armées, qu'ils puissent les doter des moyens conséquents. Parce qu'ils sont à eux seuls à mesure d'assurer la sécurité, parce qu'il s'agit de leur patrie. Là où leurs grands-parents sont nés, ils vivent, leurs parents, leur famille. Donc, ils vont s'engager corps et âme pour verser leur sang pour défendre cette patrie. Pas un Français qui vient, qu'on l'a envoyé au nom d'un intérêt économique. Oui, il n'a pas cette obligation, il ne peut pas avoir ce degré d'engagement, ce degré de sacrifice pour accepter de se faire mourir. Les soldats,
La preuve, Macron a dit qu'il ne peut pas accepter, et le responsable de la commission de défense au niveau de l'Assemblée française, qu'ils ne vont pas accepter d'envoyer leurs militaires pour mourir. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Eux, c'est-à-dire dans leur tête, que ce soit les Européens, la France, les Européens ou l'Occident, c'est-à-dire il faut faire une guerre dans un combat où il faut maximiser, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de pertes en vie. Ils ne sont pas prêts donc à faire des sacrifices humains. Oui, c'est pour cela, toujours on va nous chanter à les drones, des appareils, que la guerre s'arrête à ce niveau. Mais nous, parce qu'il s'agit de notre patrie, de notre pays, on est prêt à s'engager. Du passage, je vais dire que Messi... Oui, je vais dire ceci. Et l'autre fois, on a évoqué l'absence de notre armée de l'air sur le terrain. Au passage, je vais dire merci. Peut-être, cette fois-ci, les racines militaires et le chef suprême des armées, ils ont entendu notre cri de cœur que cette fois-ci, au moins l'armée de l'air nigérienne a volé au secours de la dernière attaque de Chinagoda. Je pense que aussi ça, s'il continue à le faire, il faut combiner, qu'on combine l'armée de l'air, l'armée de terre, on verra le résultat que cela va donner. Certainement, on arrivera à la... Ce que je voudrais poser, la dernière question, c'est que on a vu les acteurs de la société civile au devant donc, de la lutte pour faire comprendre à nos chefs d'État, surtout le président Mahamadou Issoufou, que ce n'était pas la bonne solution aujourd'hui, la présence des forces militaires. Mais le combat a été étouffé. Où est-ce que vous en êtes? Non, madame, le combat n'a pas été étouffé parce que... Non, j'arrive. S'il vous plaît, le combat n'a pas été étouffé parce que qui dit acteur de la société civile, c'est celui-là qui est soucié du respect de la règle du jeu, c'est-à-dire les lois et règlements du pays. Aujourd'hui, nous, dans tous les cas, les acteurs défenseurs des droits de l'homme, des droits humains que nous sommes, nous ne pouvons pas suivre ceux qui dirigent de leur lancée du jumofoutisme dans le respect strict des lois et règlements. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, vous ne pouvez pas accepter et comprendre le moment où les gens veulent sortir pour sortir, soutenir leur armée, on les qualifie qu'ils sont pires que les terroristes. Et qui le qualifie comme ça? C'est lui qui est habilité à considérer que tout Nigérien est son Nigérien. Et c'est flagrant. Ça, c'est de deux. Vous ne pouvez pas, parce qu'on a compris en réalité, c'est les gens veulent amener encore une autre confrontation, qui pour nous, elle n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Parce que la stratégie dans laquelle, où les défenseurs des droits de l'homme sont, aujourd'hui, nous avons une situation grave, extrêmement grave, qui ne mérite pas assez qu'on participe à diviser davantage les Nigériens. Même si de l'autre côté, ils n'ont pas ce souci. Donc, c'est état de fait. Il faut que ça soit clair. La réunion de dépôt, là, nous considérons que, et dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit aux petits frères, éco-humois là, petit frère, c'est consommé par les pays humois. Ne perdez pas votre temps. Mais ce que la France veut, c'est de pouvoir s'en tenir et maîtriser la souveraineté de nos États. Et quand elle a la souveraineté des États, elle vous lâche l'écho là. Vous êtes obligé de vous soumettre. Parce que c'est elle qui maintient la souveraineté. Et la souveraineté, ça passe par cette sécurité. Parce que quand il vous contrôle, du point de vue sécuritaire, il va vous contrôler politiquement. Il va vous contrôler économiquement. Et même idéologiquement, il va vous contrôler. Et là, vous devenez des nouveaux esclaves hostiles du 21e siècle. Et là, c'est fini. Par nous, même nos petits-fils, ils seront des vrais esclaves. Esclaves plus que les autres esclaves de nos aïeux. Parce que dans ce cas, ils n'ont pas même le droit de penser réellement de ce qu'ils doivent faire pour leur survie. On doit penser à leur place. Donc c'est ça en réalité la géopolitique et la géostratégie de la France et de se refaire de l'Europe vis-à-vis de nous Africains. Et je vous dis, moi je suis confiant d'une chose, cette génération-là, advienne que pourra, je vous dis que le combat sera très long, elle ne va pas accepter. Okay. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce débat. Le rendez-vous de la rédaction, qui a reçu sur ce plateau nos invités. Nous avons Dambaji, ils sont là. Merci Dambaji pour votre contribution à ce débat. Nous avons également M. Daouda Bourema. M. Daouda Bourema, merci. Et de l'autre côté, nous avons M. Adamou Mamansabiou. Et je rappelle qu'ils sont tous des acteurs de la société civile nigérienne. Et ensuite, je m'en tiens à ça. C'est des acteurs de la société civile nigérienne pour ne pas aller trop loin. Voilà donc les points sur lesquels nous avons discuté. Nous avons parlé donc de l'attaque de Chinagoder.
à 25 km de la frontière malienne, où nous avons eu les pertes en vies humaines de 25 militaires. Et c'est ça, c'est officiellement, c'est ce que... Officiellement. Voilà. Voilà. Officiellement, 25 militaires tués et 6 blessés. Ils ont d'ailleurs été inhumés aujourd'hui, je pense bien. Donc voilà, donc repos et paix à leurs âmes. Et bon rétablissement aux blessés également. Et nous avons également parlé de la rencontre de Pau qui interviendra le lundi, Inch'Allah, au niveau de la France, où le président français a convoqué, si vous voulez bien, nos chefs d'État, nos 5 chefs d'État africains du G5 Sahel pour venir donner leur position, s'expliquer sur la position de la France ou bien des bases françaises sur le territoire du Sahel. Voilà, donc véritablement, c'est sur ces points que nous avons discuté et on vous dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour encore discuter davantage de l'actualité et la rediffusion, ça sera le jeudi à partir de 22h30 sur la télévision Le Miroir de la Femme. Au revoir. Wow.